Ce drame a profondément bouleversé l'histoire de l'aviation civile moderne, celle de l'avion sans souci, sans contrainte, sans peur, celle aussi du vol sûr, pas cher et facile. Car d'évidence, et c'est apparu très vite, ce n'était pas un accident. En effet, le jeune copilote d'un avion de ligne, d'une compagnie aérienne européenne très connue, va commettre l'impensable. Sans doute mal dans sa peau, dépressif depuis un certain temps, et va mettre fin à ses jours, en précipitant l'avion qu'il pilote, seul à ce moment-là, contre la montagne. Dans son geste désespéré, savamment organisé, il va entraîner 149 autres personnes dans la mort. Au-delà du drame humain, terrible et totalement imprévisible, les autorités françaises ont su se montrer dans la conduite de l'enquête et l'accueil des proches à la hauteur de leur réputation de spécialistes incontestés des accidents aériens et de leur gestion d'ensemble, aussi complexe et aussi dramatique que soit la situation. C'est une belle journée de printemps qui s'amorce ce mardi 24 mars 2015, sur une grande partie du sud et de l'est de l'Europe. Le vol 9525 de la compagnie aérienne Germanwings, qui est très filiale, low cost, certes, mais néanmoins très sûre, de la compagnie nationale allemande Lufthansa, s'apprête à faire une seconde rotation entre les aéroports de Barcelone en Espagne et Düsseldorf en Allemagne, avec 144 passagers à bord, ainsi que 6 membres d'équipage. Il n'y a là rien que de très banal, puisque ce sont majoritairement des Espagnols et des Allemands, dont 16 jeunes lycéens, et 2 de leurs professeurs du lycée Joseph Koenig, tous originaires de la petite ville de Altern am See, tout près de Münster, dans le land de Rhénanie, du Nord-Westphalie, qui rentrent d'un séjour à l'étranger, qui ont embarqué. Le vol est plein, car l'horaire matinal est intéressant pour voyager en Europe sur de courts trajets comme celui-ci. Le vol doit en effet durer un peu moins d'1h35. La ligne aérienne Barcelone-Düsseldorf, exploitée depuis des années maintenant par la compagnie aérienne allemande Germanwings, ne pose aucun problème particulier. Il y a le survol de la Méditerranée, juste après le décollage de l'aéroport El Prat à Barcelone, puis le franchissement des Alpes du Sud par la France et l'Allemagne, et enfin l'arrivée par le couloir rhénan jusqu'à Düsseldorf International, le 3e aéroport allemand avec 24 millions de passagers, 500 mouvements journaliers, 180 destinations desservies par près de 70 compagnies aériennes. Une ligne classique et simple. En outre, il n'y a que rarement des turbulences ou du mauvais temps sur ce parcours, presque tracé en ligne droite. L'Airbus A320 du vol Germanwings 9525 décolle de la piste 07R droite de l'aéroport de Barcelone El Prat le 24 mars 2015 à 10h01 en heure locale, soit 9h01 en temps GMT. Temps utilisé internationalement, notamment dans les enquêtes d'accidents. Le vol accuse un léger retard de 20 minutes sur l'horaire initial prévu, retard qui est simplement dû à l'influence matinale à l'aéroport. Rien d'alarmant donc. Son heure d'arrivée désormais recalée à Düsseldorf est prévue pour 10h39. Notons que c'est bien le même équipage qui avait déjà effectué le vol aller avec le même avion de Düsseldorf vers Barcelone le matin même entre 6h10 et 7h55 du matin.
C'est tout à fait normal et routinier pour bon nombre de ces compagnies aériennes qui desservent de grandes villes européennes, directement et sans escale, sans passer non plus par des hubs d'interconnexion où les passagers perdraient un temps souvent précieux. L'aéronef victime de cet accident terrible est un Airbus A320-211, appareil européen monocouloir, biréacteur, appartenant à la compagnie allemande Lufthansa, qui l'a mis à disposition de sa filiale Germanwings. Des milliers d'exemplaires de cet avion ont été construits par le constructeur européen Airbus depuis 1980 et ont été livrés à toutes les compagnies aériennes du monde. C'est un modèle pratique, sûr, économique, qui a largement fait ses preuves. Certes, c'est un avion déjà ancien, celui-ci ayant été mis en service en 1991 et qui devait atteindre dans peu de temps son quota d'heures de vol et de vol autorisés. Mais il ne présentait aucun défaut, aucune anomalie et volait tous les jours. Au moment de l'accident, l'avion avait cumulé 58 300 heures de vol pour 46 800 vols effectués sans aucun incident ni accident. Notons, et c'est important pour la suite de l'enquête, que la compagnie nationale allemande Lufthansa, de même que toutes ses filiales, entretient la totalité de sa flotte d'avions de façon drastique et réglementaire, en lien étroit avec les constructeurs d'avions, à l'instar des autres grandes compagnies nationales européennes. Il y va de sa réputation dans un monde de plus en plus concurrentiel. Très vite d'ailleurs, les premiers éléments de l'enquête, certes encore parcellaires et fragiles, démontreront néanmoins que la cause de cet accident n'est pas liée, de près ou de loin, à l'avion lui-même, un avion qui était structurellement irréprochable. Il sortait d'ailleurs d'une révision périodique quadrimestrielle, effectuée la veille du drame, en plus de l'inspection quotidienne effectuée avant le premier envol du matin. Quant à la compagnie Germanwings, c'est une des filiales de la Lufthansa, connue et reconnue et très appréciée de ses clients fidèles. Elle dessert surtout des villes européennes en rotation quotidienne, au profit de la maison mère. Elle est connue pour sa qualité de service, le sérieux de ses équipages et la rigueur de sa maintenance, le tout étant bien sûr calqué sur les standards de la maison mère, la Lufthansa. Le commandant de bord de ce vol se nomme Patrick Sonderheimer. Il est âgé de 34 ans et c'est un pilote expérimenté de la compagnie. Au jour du drame, il totalise plus de 6760 heures de vol à son actif, dont déjà plus de 3800 sur Airbus A320. Il apprécie tout particulièrement ce genre de rotation journalière, sans grosse difficulté. Ne le blâmons pas ici, ce n'est pas le but, loin s'en faut, car cet homme, en grand professionnel, a fait tout ce qui était humainement et techniquement possible dans un temps compté pour tenter de reprendre la main sur cet avion en perdition. Ce jour-là, il sera assisté d'un jeune copilote qu'il connaît un peu. Ce garçon se nomme Andreas Lübig. Il est âgé de 27 ans. Il n'a que 950 heures de vol à son actif, dont 540 sur Airbus. Depuis un an qu'il vole chez Germanwings. Mais là aussi, n'y voyons d'entrée aucune malice. Il n'y a rien de surprenant ou d'inattendu. Les jeunes pilotes doivent se former, apprendre, se perfectionner aux côtés de pilotes chevronnés et plus anciens. Il en est ainsi dans toutes les compagnies aériennes. Le président directeur général de la Lufthansa, Carsten Stroff, se rendra lui aussi sur les lieux du drame, début avril 2015.
même si cela reste du domaine purement administratif et de gestion, il confirmera la règle du retrait des numéros de vol de cette ligne. Ainsi, le vol aller au départ de Düsseldorf deviendra le vol Germanwings 9540 au lieu de 9524 et le vol retour au départ de Barcelone sera numéroté 9541 en lieu et place du vol 9525. Sans que ce soit une obligation, c'est en effet une règle appliquée par toutes les compagnies aériennes à travers le monde. Air France l'avait d'ailleurs appliqué lors du crash du Concorde en juillet 2000 et celui du vol Rio-Paris en juin 2009. Notons enfin que, compte tenu de l'émotion immense suscitée au sein même de la compagnie, plusieurs vols intérieurs ou extra-nationaux Germanwings seront annulés les 24 et 25 mars 2015, à la demande même des pilotes et du personnel. Peu d'éléments à ce moment-là, alors que l'avion survole la Méditerranée, laisse à penser qu'un terrible drame humain, volontairement provoqué par l'un des membres d'équipage, va survenir dans quelques minutes. Et pourtant, jamais auparavant, de mémoire d'enquêteurs aériens, un tel accident n'avait eu lieu, ni en Europe, ni très rarement ailleurs à travers le monde. Pas plus de 6 fois en tout cas, et à travers le monde au XXe siècle. Ces faits, relatés ci-dessous, restent plus qu'infimes par rapport au nombre de vols quotidiens opérés à travers le monde. Ce n'est qu'après le drame, une fois l'enquête démarrée et la piste technique très vite écartée, que la vérité se fera jour. Comment est-il pensable que ce jeune homme a pu se retrouver seul aux commandes de cet avion, dans son état d'esprit? Peu de temps après avoir atteint l'altitude de croisière de 38 000 pieds, soit 11 600 mètres, altitude atteinte à 9h27 minutes, les deux pilotes confirmeront peu après, à 9h30 minutes et 20 secondes, très précisément, les instructions de vol délivrées par le contrôle aérien français, qui les a pris en charge. Ce sera malheureusement le dernier enregistrement radio intervenu entre l'avion et les contrôleurs aériens français d'Aix-en-Provence. Un lourd silence radio s'installera peu après. Notons que, conformément aux prévisions météo données aux pilotes avant le vol, le temps est clair ce matin-là, offrant une visibilité de plus de 10 km quasiment sans nuages. C'était déjà le cas lors du vol aller du matin. Ce sont là les conditions idéales pour un vol tranquille sans turbulence. C'est à ce moment-là que le commandant de bord, qui a effectué le décollage et permis à l'avion d'atteindre son altitude de croisière, s'absente quelques instants du cockpit. Il est exactement 9h30 minutes 24 secondes quand il referme la porte derrière lui. Sans doute a-t-il l'intention de se rendre aux toilettes, puis de revenir au poste de pilotage et de reprendre sa place. Là encore, rien que de très normal dans ce genre de vol et pour ce type d'équipage. Le commandant de bord laisse la main et les commandes au copilote qui se forme ainsi au pilotage de l'aéronef. C'est prévu ainsi, rien à dire là-dessus. Mais c'est, dans ce cas précis, sans compter sur la détermination et la stratégie machiavélique pensée par le copilote Andreas Lubie, qui va, aussitôt le commandant de bord sorti, verrouiller le poste de pilotage, où il se retrouve donc seul maître à bord.
À 9h30 minutes 53 secondes, soit exactement 29 secondes après le départ du commandant de bord du poste de pilotage, Andreas, méthodiquement, car son plan machiavélique est tracé, fait passer l'altitude de croisière sélectionnée de 38 000 pieds, soit 11 550 mètres, à seulement 100 pieds, soit à peine 30 mètres. C'est la plus petite valeur que le pilote ou le copilote puisse afficher sur l'instrumentation de bord. Il n'en avise pas le contrôle aérien qui vient de le prendre en charge. Dès lors, il entame une descente, moteur au ralenti, ce qu'il n'aurait nullement dû faire selon le plan de vol initial, se trouvant à peu près à mi-chemin de sa destination finale. Car à ce moment-là, l'avion est en approche du littoral méditerranéen, au large de la ville de Toulon, qu'il va survoler pour atteindre l'arrière-pays varois et les Alpes du Sud françaises. L'enchaînement fatal est malheureusement enclenché. Il sera irrémédiable. Faute que quiconque dans l'aéronef puisse l'interrompre en intervenant efficacement. Andreas, avec un sang-froid à toute épreuve, fait descendre l'avion sous des seuils dangereux et percute finalement la montagne, qui se dresse droit devant lui, à 1550 mètres d'altitude, dans un endroit désertique, sauvage, très difficile d'accès, situé sur le haut de la commune de Prades-Haute-Bléone, commune forestière et pastorale du département des Hautes-Alpes, comptant seulement 185 habitants, mais où la nature et la géologie s'exposent sans retenue. C'est ainsi que, suite à la nouvelle indication d'altitude tout juste programmée, l'avion passe immédiatement en mode descente et que le régime des moteurs passe en mode ralenti. L'avion vole, certes, un peu moins vite que prévu, mais hélas, pas pour longtemps. Mais cela est tout à fait relatif pour un novice. À 9h33, 13 secondes, sur sélection volontaire du copilote, la vitesse de l'avion qui est alors de 273 nœuds, soit 505 km/h, augmente brusquement pour atteindre 308 nœuds, équivalent à 570 km/h. De même, le taux de descente de l'avion va s'accélérer, allant de 1700 pieds minute, soit 518 mètres minute, à 5500 pieds minute, soit 1675 mètres minute. Si quelques variations de ce ton sont à noter, elles sont le fait des changements réguliers de vitesse de l'avion. L'une des dernières mesures de vitesse, prise celle-ci à 9h33 et 48 secondes, indiquera 288 nœuds, soit 533 km/h. Alors que l'avion est tout juste à une altitude de 30 000 pieds, soit 9144 mètres, tout va s'enchaîner très vite alors. N'importe qui comprend que l'avion a déjà quitté son altitude de vol, plonge avec un angle important et se dirige droit vers le sol. Les contrôleurs aériens qui ont suivi sur leur écran l'étrange manœuvre de l'avion tentent d'entrer en contact avec le vol Germanwings. Aucune réponse ne sera jamais fournie aux nombreuses tentatives de prise de contact, même si l'avion reste parfaitement visible sur les différents écrans de contrôle et de suivi. À 9h34 minutes 23 secondes, la vitesse de l'avion, toujours en phase descente, croît encore et atteindra 223 nœuds, soit 598 km/h. À 9h34 minutes et 31 secondes, cela fait 4 minutes et 7 secondes que le commandant de bord a quitté son poste dans le cockpit. Le signal sonore de demande d'accès au poste de pilotage est automatiquement enregistré. Le commandant de bord s'étonne un instant que l'accès lui soit refusé par son copilote. À plusieurs reprises d'ailleurs, dans les minutes qui suivent, ces appels et des coups violents portés sur la porte de séparation du cockpit seront enregistrés sur l'enregistreur de voix. Andreas, c'est moi, ouvre! Andreas! Ouvre, Andreas, pour l'amour de Dieu, ouvre! Andreas, assistance!
On a même évoqué l'utilisation d'une hache, outil dont la présence n'a cependant jamais été confirmée, ni par la compagnie, ni par les enquêteurs. Ici, il est clair pour les enquêteurs et les analystes expérimentés que l'équipage du moins a compris la situation et tente de parer au comportement mortifère du copilote. Seul aux commandes de l'avion. Malheureusement, leurs efforts resteront vains. Pour les passagers, il n'a pas été possible de déterminer avec certitude si quelqu'un avait compris ou présumé ce qui se passait. Cependant, avec beaucoup de prudence et d'humilité, nous pouvons raisonnablement penser que oui, au moins 5 minutes avant le crash. Un seul regard par le hublot et une habitude du vol en avion, suffisant malheureusement à renseigner un passager, un temps soit peu avisé. À 9h34 minutes et 47 secondes, l'avion descend toujours et ne se trouve plus qu'à 25 000 pieds d'altitude, soit 7 620 mètres. La chute est constante et vertigineuse. À 9h35 minutes et 3 secondes, la vitesse sélectionnée est passée à 350 nœuds, soit 648 km/h, en augmentation constante. C'est beaucoup trop pour tenter de redresser l'avion. Le sol se rapproche à une vitesse effarante. À 9h39 minutes et 30 secondes, alors que l'avion plonge toujours vers le sol, de nouveaux bruits de coups très violents portés sur la séparation physique entre le poste de pilotage et l'avant de la cabine sont enregistrés pendant près d'1 minute sur l'enregistreur de voix. En outre, l'enregistreur décèlera sans l'ombre d'un doute la respiration régulière et normale du copilote à l'intérieur du poste de pilotage. Il n'est pas inconscient ni évanoui. À 9h40 minutes et quelques secondes, l'avertisseur de proximité du sol, appelé le GWPS, sonne et indique la proximité immédiate et très dangereuse du relief, juste sous l'avion. Dans le même temps, d'autres alarmes se mettent également en fonctionnement, indiquant toutes le même danger. À 9h40 minutes et 47 secondes, le contact radar par écho est perdu par le contrôle aérien. À ce moment précis, l'altitude de l'avion est de 6175 pieds, soit 1880 mètres, et la vitesse a grimpé à peu près de 700 km/h. À 9h41 minutes et 6 secondes, tous les enregistreurs de vol et de données se trouvant à bord de l'avion faisant foi. L'avion percute très violemment, vu sa cinétique, la montagne et se désintègre instantanément. Géographiquement, les lieux se situent à 85 km au nord-ouest de Nice, en plein massif alpin, dans le département des Hautes-Alpes. 10 minutes et 42 secondes se sont donc écoulées entre la sortie du poste de pilotage du commandant de bord et l'impact fatal sur le flanc de la montagne. Une opération de sauvetage que l'on appelle le plan SATER, sauvetage aéroterrestre, qui a été immédiatement déclenché dès qu'il y a eu une perte d'écho au radar de la part du contrôle aérien. C'était aux environs de 11h moins le quart. Et une demi-heure après, eh bien, les hélicos qui étaient sur zone, qui ont pu survoler la zone, ont découvert des débris de l'appareil. Maintenant, c'est une zone qui est une zone compliquée d'accès, une zone difficile, montagneuse, à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui va rendre les opérations plutôt longues et plutôt compliquées. Dans les tout premiers instants supposés du crash, l'alerte ayant été donnée par les contrôleurs aériens d'Aix-en-Provence, qui avaient très vite constaté, impuissants, la descente rapide de l'avion et l'impossibilité d'entrer en contact radio avec l'équipage. Un avion de chasse français de l'armée de l'air, assurant la veille sécuritaire sur le territoire national, décolle de la base aérienne 115 d'Orange-Garitat, dans le Vaucluse, et va survoler l'endroit supposé de perte de l'appareil. Il est exactement 9h48.
C'est tout près, mais l'avion de chasse doit manœuvrer légèrement pour prendre l'axe sud, nord du vol de la Germanwings et s'aligner parfaitement sur sa dernière trajectoire connue. À 10h01, le pilote survolant la zone confirmera hélas le crash de l'avion. Dans les minutes qui suivent, ce tout premier dispositif sera renforcé par un hélicoptère des forces aériennes de la gendarmerie, basé à Hyères, et un avion léger se trouvant par hasard dans cette zone. Lorsqu'ils arrivent sur zone, le constat est le même, tragique et désolant. Une question se pose d'ores et déjà. Que s'est-il donc passé? Devant la gravité des faits maintenant établis, le dispositif de secours montera très vite en puissance. Des plans de secours ont été spécialement conçus pour parer de tels événements. Plusieurs autres hélicoptères des forces aériennes, de la gendarmerie, de l'armée de l'air et de la sécurité civile sont dirigés sans délai vers les lieux. On sait maintenant, au vu des premières observations aériennes, que les débris de l'avion sont dispersés sur plusieurs kilomètres, dans une zone montagneuse très escarpée, non peuplée et très difficile d'accès, car il n'y a aucune route carrossable. Sous le signe de l'urgence absolue, une route est même tracée dans les jours qui suivent, avec des moyens lourds de voirie et de travaux publics, depuis les communes voisines du Vernet et de la Seine-les-Alpes, dernier lieu accessible en véhicule de ce côté-ci de la montagne. Cette route provisoire est rendue praticable dès le 30 mars 2015 et permettra ainsi d'accéder plus facilement au flanc de la montagne en véhicule. Peu d'accidents aériens d'une telle intensité sont survenus en France dans les 50 dernières années et l'essor formidable de l'aviation civile. Le plus meurtrier a été celui du vol Inex Adria Avio Promet 1308, un vol charter yougoslave devant relier Ljubljana à Ajaccio en Corse, dans lequel 180 personnes sont décédées le 1er décembre 1981. Un autre accident mémorable est survenu le 3 mars 1974 sur le vol Istanbul-Paris-Londres, tuant cette fois-ci 346 personnes à Hermé-Nonville, au nord de Paris. L'avant-dernier accident tragique survenu en France remonte au 25 juillet 2000, où un Concorde spécialement affrété s'écrase vers 16h30, peu après son décollage de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, au nord de Paris, faisant 112 victimes. Le dernier drame national est celui de la perte du vol AF447 Rio-Paris, le 1er juin 2009, au-dessus de l'Atlantique Sud, faisant lui 228 victimes. Les causes exactes des diverses catastrophes ont toutes été établies, après des enquêtes longues et minutieuses, et rien, a priori, ne relie le vol Germanwings à ces événements tragiques. Les premières investigations menées sur place par les gendarmes primo-intervenants, dans des conditions très difficiles et même périlleuses, l'angle de la montagne oscillant constamment entre 30 et 50 degrés, laisse peu d'espoir de retrouver des survivants. D'évidence, l'impact a été très violent, très meurtrier, au vu de la dispersion des débris sur une très vaste zone où règne le chaos. Les spécialistes du Bureau d'enquête et d'accidents, le BEA, confirmeront hélas sans peine ces premières constatations. Aucun signe de vie n'est malheureusement détecté. Un silence pensant règne même sur la zone. C'est ce qui permettra aux autorités françaises, dont la présidence de la République et le ministère des Transports, de confirmer dans l'après-midi même du 24 mars 2015 le décès de tous les passagers et membres d'équipage, soit 150 personnes au total. Très vite, le dispositif de secours monte en puissance, sous la coordination du préfet du département des Hautes-Alpes. Ainsi, ce sont 380 sapeurs-pompiers du département et des départements voisins,
300 gendarmes de très nombreuses unités territoriales, de la gendarmerie des transports aériens du groupement Sud à Aix-en-Provence et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, IRCGN, venus de Pontoise et de Rosny-sous-Bois. Plusieurs dizaines de policiers, notamment ceux des détachements montagne des CRS, des équipes médicalisées, des SAMU régionaux et de l'établissement de préparation des réponses aux urgences sanitaires, EPRUS. Un détachement du 4e régiment de chasseurs alpins, basé à Gap, qui se retrouve très vite et au fur et à mesure de leur arrivée au poste de commandement installé dans le village de Seine-les-Alpes. Dans le même temps, à Paris, une cellule de crise interministérielle est ouverte à l'Élysée, sous l'autorité du président de la République François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls. L'ironie du sort veut que le roi d'Espagne, Philippe VI, accompagné de son épouse la reine Laetitia, se trouve alors en visite d'État en France. Il est tenu informé quasiment en temps réel des premiers éléments recueillis, un nombre important de victimes étant espagnoles. Le 24 mars 2015, en fin d'après-midi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la ministre de l'Écologie Ségolène Royal se rendent sur les lieux. Et dès le lendemain, le 25 mars 2015, le président de la République François Hollande s'y rendra également, accompagné de la chancelière allemande Angela Merkel et du premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Il y a en effet 66 victimes de nationalité allemande et 51 espagnoles, parmi les 15 victimes originaires de 18 pays. Elle est immédiatement confiée par le parquet de Gap, puis le procureur de la République de Marseille, au titre du nouveau pôle récemment créé et qui s'intitule « Accident collectif » au Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, le BEA, universellement reconnu pour sa grande compétence, sa technicité et son savoir-faire, en co-saisine avec diverses unités de la Gendarmerie nationale, Gendarmerie des transports aériens et Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est ainsi qu'après l'enquête de flagrance menée dans les tout premiers jours sur les circonstances du drame, une information judiciaire est ouverte dès le 11 juin 2015 au chef d'homicide involontaire. Elle est confiée à 3 juges d'instruction, co-saisis de ce drame. En effet, en droit français, le copilote décédé ne peut être poursuivi pour homicide volontaire ou toute autre implication criminelle. L'action publique s'étant éteinte de droit avec son décès. En février 2022, la justice rendra finalement un non-lieu, abandonnant ainsi l'idée d'éventuelles poursuites judiciaires envers d'autres personnes, physiques ou morales. Il n'a pas été possible, en effet, de déterminer avec précision et certitude juridique, étayée et non attaquable, si la compagnie Germanwings, employeur du copilote pouvant savoir quel était l'état de santé mentale réel de son employé au moment de l'accident, ni si des signes précurseurs l'avaient éventuellement alerté sur ses intentions peu conformes à l'éthique professionnelle. L'acte est bien reconnu comme non prévisible, instantané et spontané. Les homologues allemands, espagnols, britanniques et américains du BEA viennent très vite les épauler. Notons également le concours de spécialistes de l'Agence européenne de sécurité aérienne, l'EASA, la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, bien entendu des techniciens de SMECMA pour les moteurs et d'Airbus pour la cellule avion. Plus anecdotique,
mais toujours précieux cependant, seront le concours du FBI américain et d'Interpol en Europe, notamment pour l'identification formelle de certaines victimes. Le 25 mars 2015, au lendemain du drame donc, 7 enquêteurs français sont sur place et commencent à opérer dès le lever du jour. Leur première urgence est la récupération des 2 boîtes noires, capables à elles seules d'apporter bien des réponses à ce drame dans lequel pour l'instant on ne fait que des supputations. Le 31 mars 2015, les autorités annoncent la fin de l'évacuation sur l'ensemble de la zone des restes des 150 victimes de la catastrophe. Dans l'horreur absolue, notons tout de même cette prouesse de l'unité nationale d'identification des victimes de catastrophes, UNIVC, de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, composé de gendarmes et de policiers, qui a réussi à regrouper et à identifier formellement toutes les victimes, en quelques jours seulement. C'est une des compétences mondialement reconnues depuis des décennies de cette unité très spécialisée. Les opérations de numérotation, des récupérations, d'enlèvement et de transport de tous les éléments et débris, s'agissant de plusieurs centaines d'objets et de pièces recueillies à flanc de montagne, sont entreprises dès le 9 avril 2015 et s'achèveront le 20 avril 2015. Un grand hangar est ainsi réquisitionné et utilisé comme lieu de recueil et de stockage sur la commune de Seine-les-Alpes. Ces opérations sont très techniques, puisque ce sont des binômes de gendarmes ou de CRS, tous spécialistes montagne, qui sont éyitreuillés sur zone dans une noria d'hélicoptères, savamment orchestrés dans cette vallée escarpée, plutôt étroite et très difficile d'accès, même pour des pilotes chevronnés. Les enregistreurs de vol, une fois récupérés, livreront vite les clés du mystère. Dès le vol aller, il apparaît que le bouton de positionnement de l'altitude de vol a été brièvement manœuvré et positionné pendant un très court moment sur le niveau 100 pieds. Est-ce un ultime essai tenté par le copilote pour tester le dispositif ? Là aussi, c'était pendant un court moment d'absence du commandant de bord. On est légitimement en droit de s'interroger et les experts du bureau enquête-analyse, BEA, iront dans ce sens-là, qualifiant l'acte non protocolaire de répétition de la manœuvre à venir. L'enregistreur de voix du cockpit, le VCR, est récupéré le jour même et est envoyé dans les bureaux du bureau enquête et analyse, BEA, au Bourget en région parisienne pour analyse. La semaine d'après, l'autre enregistreur, le FDR, celui qui enregistre toutes les données du vol et tous les signaux, alarme est également retrouvé. Riche de 600 données diverses analysées en permanence et enregistrées. Il est endommagé, mais reste néanmoins exploitable. Il est également acheminé au Bourget, où il est réceptionné le 2 avril 2015. L'analyse sommaire des données, aussitôt entreprise, ne laisse apparaître, durant le vol et jusqu'au moment de l'impact, aucune anomalie, aucune alarme, aucun dysfonctionnement, aucune défaillance dans la structure de l'appareil. De nouvelles analyses encore plus approfondies et de nouvelles écoutes des enregistrements très minutieuses et très attentives confirmeront hélas pleinement ce premier diagnostic. On en tire comme conclusion tragique que c'est bien le copilote qui a volontairement effectué toutes les manœuvres ayant conduit à la catastrophe. Le rapport final du bureau enquête-analyse, BEA, paraîtra officiellement le 13 mars 2016, soit un an après le drame.
Il permet de déterminer, preuves scientifiques à l'appui et démonstrations faites et étayées, que c'est bien l'action du copilote, atteint de symptômes psychotiques sévères, et elle seule qui est seule responsable du drame. Aucun autre élément de nature à provoquer la catastrophe n'a été décelé, découvert et pourrait expliquer un enchaînement autre que celui qui a eu lieu. Les preuves de cet acte, volontaire et délibéré, sont toutes largement citées et étayées. Elles sont hélas accablantes. Action manuelle et personnelle de réglage de l'altitude de descente, sur un chiffre anormalement bas. Verrouillage volontaire de la porte de séparation et maintien en position fermée. Refus délibéré de répondre aux divers appels des contrôleurs aériens. Refus de répondre de façon volontaire aux appels du commandant de bord et du personnel par tous les moyens d'appel existants à bord. De plus, 3 facteurs non techniques mais associés directement au drame sont relevés au sujet du copilote Andreas Lubie. La crainte probable de perdre prochainement son emploi de pilote. Les conséquences financières potentielles de cette situation pour lui, aucune assurance ne les couvrant. L'absence de ligne directive claire dans la réglementation allemande au sujet des arrêts pour maladie et l'obligation d'en informer la compagnie employeur. Enfin, le rapport très riche d'enseignements, très complet et très technique, très détaillé, délivrera aussi 11 préconisations de sécurité à destination de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Association du transport aérien international, IATA, la Commission européenne, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, EASA, l'Ordre des médecins germaniques, le BAC. En préalable, soyons assurés que seuls des faits certifiés, établis et vérifiés sont cités ici. Il n'y a pas lieu d'accabler outre mesure ce copilote. Seuls ces actes peuvent être jugés. Andreas Lubis, né le 18 décembre 1987, en Bavière, passionné d'aviation, avait déjà été traité pour des tentatives et s'était retrouvé temporairement déclaré inapte au travail par le médecin du travail. Mais, gardant soigneusement cette information par devers lui, il n'en a jamais informé son employeur et avait continué à voler comme si de rien n'était. On se demande quand même pourquoi la compagnie aérienne n'a pas été avisée par la médecine du travail allemande de cet état de fait. Très jeune, il suivra déjà des cours de pilotage d'avion, tout d'abord en Bavière, puis dans un aéroclub situé à Montabor, en Rhénanie-Palatinat. Il est sélectionné par la compagnie nationale allemande, Lufthansa, le 1er septembre 2008, et suit une formation de pilote de ligne. Mais rapidement, le 5 novembre 2008, il interrompt sa formation de pilote, souffrant d'une dépression sévère, pour laquelle il est traité. La conséquence logique et inéluctable est la suspension et le non-renouvellement de son certificat médical. Ce dernier sera néanmoins prorogé, après l'arrêt de son traitement médical et la confirmation par le psychiatre de la fin de l'épisode dépressif, avec une réserve l'incitant fortement à faire des examens médicaux. C'est surprenant, mais c'est la réalité des choses. Andreas Lubie retournera finalement en école de pilotage en août 2009 et obtient sa licence de pilotage le 13 octobre 2010. Il poursuivra sa formation de novembre 2010 à mars 2011 lors d'un stage effectué aux États-Unis à Phoenix en Arizona. Finalement, il y verra délivrer sa qualification de pilotage sur Airbus A320 le 23 décembre 2013. Il a été nommé
copilote à la Germanwings le 26 juin 2014. Nous sommes là à moins d'1 an du drame. La poursuite de l'enquête, menée en Allemagne, démontrera qu'en fait, Andreas Lubis avait déjà souffert de périodes de dépression, souvent sévères, de périodes de comportement bipolaire aussi, avant son intégration à la compagnie Lufthansa. On a parlé d'un syndrome subjectif sévère de burn-out, associé à des passages répétitifs antérieurs. La perquisition menée dans son appartement par la police allemande a mis en évidence une quantité très importante de médicaments qu'il prenait en continu. Il y a là des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, etc. En particulier de la mirtazapine, une très forte molécule, dont l'un des effets secondaires connus et redoutés est la possible survenue de pensées et de troubles d'autolyse. Toutes ces toxines seront retrouvées dans les restes humains appartenant à Andreas et confirment donc, sans l'ombre d'un doute, qu'il prenait bien ce traitement fort pendant la journée du drame. Rien de très normal cependant pour un garçon qui veut absolument être pilote de ligne. On sent un très fort déséquilibre psychique, mais c'est bien tard, trop tard même. Comble de malheur pour lui, Andreas est victime également de ce qu'il croit être un début de cécité, sans doute trop mis en exergue par lui, craignant par-dessus tout la perte de sa passion de pilote d'avion. Cela devient phobique et même obsessionnel, car il s'avérera qu'il a consulté 41 fois dans les 5 dernières années pour ce problème qui n'en était finalement pas un. On saura également que peu avant l'épisode tragique du 24 mars 2015, il avait pris le soin de consulter divers sites traitant des différentes manières de mettre fin à ses jours et de l'ouverture des postes de pilotage. Car Andreas connaissait parfaitement les règles drastiques de durcissement des protocoles de fermeture et de résistance des portes des cockpits suite aux attentats du 11 septembre 2001. On s'apercevra, mais là aussi, il est bien tard. Il aurait même dû être en période d'inactivité et en arrêt de maladie, peu avant le drame et le jour du drame, mais il avait pris le soin de déchirer ses certificats médicaux et de ne surtout pas les remettre à son employeur. Sa passion prenait le dessus sur tout le reste et le perdra. Revenons sur le côté difficile à admettre de la réglementation allemande à ce sujet. En effet, Andreas consulte à outrance tant des médecins généralistes que des spécialistes et obtient la délivrance de nombreux certificats médicaux et d'incapacité de travail le 17 février, puis les 9, 12 et 18 mars 2015. Ces certificats ne seront jamais transmis à la Germanwings, car la réglementation allemande imposait alors que, pour des raisons de secret professionnel, si le titulaire d'un certificat médical contacte son médecin de famille ou un autre médecin qui détecte une maladie non compatible avec les fonctions de pilote ou avec la sécurité des vols, le médecin contacté n'a pas, malheureusement, l'obligation d'informer ni l'employeur ni l'autorité de l'aviation civile, et il revient juste au patient lui-même. C'est ubuesque et dramatique quand on sait aujourd'hui quelles conséquences cela a entraîné. Mais aucune action n'a été entreprise par son employeur ou les autorités de l'aviation civile avant le jour du drame, à la fois par méconnaissance sévère du sujet et d'aventure l'eussent-ils su, par impossibilité juridique de le faire. Fort heureusement, depuis ce drame, les règles ont bien changé, tant au niveau national allemand qu'à travers l'Europe, où une harmonisation de ces règles s'est profilée. Elles ont été rendues obligatoires de droit et de fait par l'interopérabilité de certaines compagnies aériennes à travers plusieurs pays d'Europe et la création de filiales des grandes compagnies nationales, aisément elles aussi en Europe.
en particulier dans le suivi médical des personnels navigants. Un accord est trouvé entre le secret médical absolu, qui ne doit pas être enfreint, et la nécessité de sauvegarder absolument les équipages et l'ensemble des passagers, s'agissant de la santé générale, mais aussi mentale des pilotes et copilotes. C'était une évidence et une règle de bon sens, jusqu'alors peut-être trop négligée. Il en a été de même quant aux règles d'ouverture et de fermeture de la porte de séparation entre le poste de pilotage et la cabine passager. Cela avait d'ailleurs été préconisé dès le lendemain du drame, ajusté et adapté ensuite. D'évidence, c'est le point faible de toute structure d'aéronef. Depuis les terribles crashs aériens du 11 septembre 2001 aux États-Unis, on sait qu'un individu déterminé et fanatique, mu par des motivations personnelles, peut y pénétrer facilement. On a donc revu très vite les procédures d'accès et d'isolement des postes de pilotage. On a également renforcé significativement la structure et les matériaux de ces portes, leur fixation à la structure de l'avion et réglementé drastiquement l'accès au poste de pilotage. On a installé des visiophones, des interphones, des caméras de surveillance et de protection. Et paradoxalement, sans le vouloir, on a ainsi compliqué la vie à bord et le déroulement de la journée de travail des équipages, en exigeant la présence permanente de 2 personnels en permanence à l'intérieur du poste de pilotage. Mais quand on sait que ces avions ne se pilotent plus qu'à 2 depuis quelque temps déjà, depuis la disparition dans les années 1980 du poste de mécanicien navigant, et que les stewards ont fort à faire avec des avions de plus en plus capacitaires et toujours pleins, face à des passagers devenus très exigeants et très demandeurs, on mesure pleinement le dilemme qui s'est posé à presque toutes les compagnies aériennes à travers le monde. L'aspect positif reste cependant dans le durcissement des règles d'accès au métier du pilote et le suivi médical complet et continu qui est mis en place très rapidement. Des référentiels aéromédicaux voient le jour en 2021 et font référence en la matière. N'est plus pilote qui le veut. Des collèges d'experts nationaux et internationaux vont étudier le cas du copilote, ses réactions, son comportement, ses funestes motivations. Ils en concluront, et ce de façon très majoritaire, qu'il s'agit bien là d'un acte prémédité, qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Un acte qui touche au sadisme et à la perversion, un acte délirant et mégalomane, toute caractéristique typique généralement attribuée à un tueur de masse. D'autres accidents de ce type, fort heureusement très rares puisque l'histoire de l'aviation n'en a comptabilisé en tout et pour tout que 6, dont le sujet a été évoqué plus haut. En préambule de cette étude, montre des similitudes avec l'acte d'Andrea Lubis, le vol Sikh Air 185, le vol Royal Air Maroc 630. Mentionnons enfin la tentative, malheureusement vouée à l'échec au vu des détails et des analyses fournies dans le rapport du Bureau d'enquête analyse BEA, du père d'Andreas Lubis, voulant sans doute laver l'honneur de son fils. Et c'est bien sûr louable de tenter de prouver que son fils était inconscient dans le poste de pilotage depuis un moment et que la porte de communication fonctionnait mal. L'hommage rendu et la ferveur populaire seront à la hauteur de l'événement. Le 28 mars 2015, 4 jours donc après le drame, un office religieux solennel réunit plus de 500 fidèles en la cathédrale Saint-Jérôme, à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Le pape François évoquera ce drame dans ses homélies, notamment celle prononcée lors de l'office du dimanche des Rameaux, le dimanche 29 mars 2015.
Les proches des victimes, qui souhaitaient se rendre sur les lieux du drame pour s'y recueillir, sont pris en charge par les autorités françaises et convoyés en bus et en véhicule, dans une zone certes proche et compatible avec leurs souhaits, mais ne nuisant pas à la poursuite de l'enquête. C'est là aussi digne d'être noté, car c'est sans contexte une réussite dans une zone totalement dépeuplée, difficilement accessible et plutôt austère au premier abord. Toute la logistique vient des préfectures, des grandes villes du littoral et de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au Vernet, l'un des villages proches des lieux du drame, une stèle commémorative a été érigée. Elle est en langue française, espagnole, allemande et anglaise. Une autre stèle commémorative, très contemporaine, a été offerte à la commune de Prades-Haute-Bléone, commune qui se situe sur l'autre versant de la montagne, à une centaine de mètres à vol d'oiseau de la zone d'impact, sur la bordure d'un chemin de randonnée. Dans les deux communes, mentionnons qu'un service commémoratif est organisé chaque année. En outre, des plaques commémoratives ont également été installées aux aéroports de Barcelone en Espagne et à Düsseldorf en Allemagne. Enfin, notons ce très beau geste émanant spontanément d'un sculpteur allemand, le dénommé Jürgen Bartsch-Schernderber. Excusez-moi pour la prononciation, qui réalisa une structure en forme de sphère solaire de 5 mètres de diamètre et qui sera déposée par hélicoptère au lieu même d'impact, en pleine montagne. Cette sphère a notamment été garnie par les familles et les proches de plaques et de souvenirs personnels des victimes. L'œuvre, inaccessible à pied, est néanmoins visible depuis une plateforme d'observation installée au col de Mario en face. Notons que suite à l'émotion énorme provoquée par ce drame, de très nombreuses émissions de radio et de télévision ont, au fil du temps, été réalisées, que de très nombreux articles aussi, parfois de vulgarisation accessible à tous, quelquefois très scientifiques et très techniques plutôt réservés à un public de connaisseurs, ont paru sous la plume de divers journalistes d'investigation, dans de multiples journaux, quotidiens, hebdomadaires et revues spécialisées, ainsi que quelques ouvrages sous forme de récits et de romans. Un drame inimaginable. Je souhaite énormément de courage à toutes ces familles. Et j'espère que plus jamais un tel drame aura lieu. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.